Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Civil Genius. Comme vous le savez, la performance énergétique des bâtiments est aujourd'hui au cœur des stratégies immobilières et des obligations réglementaires, notamment les enjeux d'exploitation. Et au centre de cette performance, il y a un outil que tout le monde connaît, mais que peu maîtrisent vraiment, la GTB, la gestion technique du bâtiment. Comme vous le savez, la GTB, c'est le système qui supervise, pilote, optimise l'ensemble des équipements d'un bâtiment, notamment le chauffage, ventilation, éclairage, comptage énergétique. C'est lui qui fournit les coordonnées ou bien les données sur lesquelles s'appuient les décisions d'exploitation, les rapports réglementaires et demain pour les modèles prédictifs, notamment les jumeaux numériques. Mais ces données, on ne se pose pas assez souvent la question de leur fiabilité. Qui les vérifie? Qui est le responsable de leur qualité? Euh, et qu'est-ce qui se passe concrètement quand elles sont fausses? C'est la question centrale de cet épisode. Une question d'autant plus urgente que dans le cadre réglementaire, c'est durci, notamment avec le décret BAX, qui impose désormais des systèmes d'automatisation des bâtiments tertiaires, le décret tertiaire qui exige des objectifs de réduction de consommation déclarée et prouvée sur la plateforme Operate. Et dans ce contexte, la qualité de données GTP n'est plus un sujet technique secondaire, ça devient un enjeu de conformité, de performance et de responsabilité. Pour en parler avec précision et avec le recul du terrain, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui avec moi Monsieur Hamza Dardour. Vous êtes consultant indépendant spécialisé en GTB et en énergie, intervenant en audit et renfort technique auprès des maîtres d'ouvrage, d'exploitants. Hamza, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Alors, pour que tout le monde soit au même niveau et que qu'on part dans la bonne direction, j'aimerais qu'on commence avec les fondations. Hamza, pour ceux qui vous connaissent pas, Merci pour cette introduction. Euh, Moi, donc, je suis un professionnel de la GTB. Je suis dans ce milieu depuis 12 ans à peu près. Moi, j'ai commencé en fait avec une formation d'ingénieur dans les systèmes automatisés et dans l'industrie, chez un bureau d'études, donc spécialisé dans la partie automatisation, supervision. Et on faisait en fait donc toute la partie bâtimentaire, donc des usines, et aussi la partie machine spéciale. La particularité dans l'industrie, c'est qu'on était à la fois bureau d'études et intégrateur. Donc on avait une approche verticale, on faisait l'étude et l'intégration. Et ça marchait bien parce qu'en fait donc on avait tout le scope, et après on échangeait avec d'autres métiers, mais on avait toute cette partie-là. Et après cette expérience-là, je suis passé en fait côté maître d'ouvrage. Donc j'étais exploitant euh, dans un grand parc d'attractions. Et là-bas en fait donc on exploitait en fait les machines automatisées, et c'est là en fait que je commençais à me rendre compte de des problématiques de l'exploitation. Les machines étaient là, étaient automatisées. Par contre, quand la donnée était de mauvaise qualité ou bien absente, il y avait beaucoup de problématiques dans la prise de décision, dans la priorisation, et tous les jours, on a une dizaine de d'installations, ben, ça devient vite insurmontable. Et c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose à faire dans ce milieu-là. Et j'ai recentré en fait ma carrière sur la partie bâtimentaire parce que c'est là où j'étais vraiment maître d'œuvre, donc dans la partie études d'intégration. Et je suis revenu en fait dans le smart building. Il y a la partie exploitation, il y a la partie données, il y a des enjeux énergétiques, etc. Et j'ai trouvé un alignement dans la partie smart building. Et donc j'ai commencé par travailler en fait donc chez des leaders dans le milieu. Et après j'ai créé ma structure, donc une entreprise de conseil et d'ingénierie, donc spécialisée dans le smart building. Et pour le moment, donc je me concentre en fait donc, principalement sur la partie GTB parce que c'est là où tout commence, donc dans l'automatisation des équipements, la création de la donnée. Et c'est l'un des piliers de la partie smart building. Quand beaucoup justement pensent que en faisant de la GTB du smart building, non, parce qu'en fait justement dans le smart building il y a beaucoup de systèmes automatisés. Il y a la GTB, il y a le système d'incendie, il y a les contrôles d'accès, il y a en fait donc tellement de choses. Et en tout cet écosystème, ben en fait donc c'est ce qui compose le smart building. vous étiez reparti de l'industrie en s'inspirant de ce qu'ils ont fait et vous êtes maintenant installé plutôt dans tout ce qui est smart building. Hamza, pour Exact. ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas encore dans ce monde-là et dans ce domaine, c'est quoi, à ton avis, la GTB et quel rôle peut-elle jouer concrètement dans un bâtiment? Ok. Déjà pour commencer en fait donc la GTB, beaucoup pensent que la GTB c'est les logiciels de supervision du bâtiment.
Ils pensent que c'est ce qu'on trouve derrière un écran avec des synoptiques, des alarmes, et cetera. Non, ça, c'est une partie de la GTB. Ça, c'est la partie supervision. Et en fait, la GTB, c'est un système. Et on peut le voir comme le système nerveux du bâtiment. On a les organes techniques qui sont en fait sur la partie terrain. Donc, on va trouver en fait donc les groupes froids, les centrales de traitement d'air, l'éclairage, les compteurs, etc. Ce sont les équipements terrain. Les équipements terrain sont gérés par des cerveaux qu'on appelle des automates programmables ou des régulateurs. Et après, au-dessus de ces régulateurs, il y a des logiciels de supervision pour superviser les installations, envoyer des commandes, afficher des alarmes, des historiques, etc. Et tous ces équipements-là sont reliés par le réseau, donc par différentes façons de communiquer, ce qu'on appelle les protocoles de communication. Et l'ensemble de tout ça, c'est la GTB. Donc la GTB, c'est un système et pas juste un équipement. La GTB de base était là pour automatiser des choses, pour remonter des alarmes, etc., pour piloter à distance et pour superviser. Avec donc le décret tertiaire, le décret BAC, etc., on fait pas seulement cette partie automatisation et supervision, on fait aussi la partie énergie. Et la GTB de base, toute la partie justement comptage, énergie, c'était un plus. C'était pas la raison d'être de la GTB. Et maintenant, on devient plus exigeant, on veut vraiment avoir des dashboards, en fait, on veut prendre des bonnes décisions. Et des fois, la GTB seule n'est pas suffisante, en fait. Certaines GTB permettent en fait donc le suivi énergétique, l'optimisation, mais pas toutes. Des fois, il faut jumeler la GTB avec des logiciels de suivi énergétique ou bien en fait donc avec d'autres métiers pour avoir un suivi complet qui est conforme BACS, qui aide en fait donc sur le décret tertiaire pour avoir en fait donc les économies d'énergie. Donc le modèle de GTB, principalement orienté pour intégrer pour justement une interface où les capteurs, les compteurs peuvent remonter de la donnée aux interfaces qui font partie de supervision, pilotage d'une à partir des logiciels. Elle centralise tout ça pour justement en fait donner naissance à plusieurs applications dont la partie énergétique. Et maintenant, on veut savoir pourquoi la qualité de données dans la GTB est considérée comme un sujet fragile. On ne peut pas avoir une GTB fiable où on peut prendre des décisions dans la gestion technique. Parce que la donnée n'était jamais une priorité. La donnée n'est pas la raison d'être de la GTB. En fait, historiquement, on voulait automatiser des machines, qu'elles fonctionnent de façon autonome et qu'on les supervise à distance. Maintenant, on se rend compte que le fait d'automatiser des machines, ça suffit pas. C'est ce que j'ai dit au début, en fait, donc, quand je travaillais dans le parc d'attractions, on avait une dizaine de machines qui fonctionnaient. Bah, on avait en fait donc des machines automatisées, on avait des données. Par contre, il fallait prendre des décisions, il fallait arbitrer, il fallait peut-être améliorer le fonctionnement. Et quand la machine n'est pas faite pour produire de la donnée d'une bonne qualité, d'une certaine façon, on est vite perdu. Déjà, le problème, il vient de là. Et c'est que on est plus ou moins, on était surpris par la quantité monstrueuse de la donnée. Et les gens qui produisent, qui automatisent ces machines-là, mais ils n'ont pas comme mission principale de produire de la donnée. Et le problème, il vient de là. Donc souvent, il vient des cahiers des charges. Donc en fait, le cahier des charges, et c'est très, très, très important de redéfinir son rôle. Le cahier des charges est là pour traduire les besoins des clients en objectifs. Et qui dit objectif, on peut donc utiliser le concept de objectif SMART, quelque chose de spécifique, atteignable, réaliste, temporel, etc. Donc, le cahier des charges doit contenir des objectifs. Et après, on prend ce qui est fonctionnel et on va le traduire en quelque chose de contractuel qui est le CCTP, le cahier des clauses techniques particulières. Et après, les entreprises ils viennent répondre à ces CCTP pour réaliser les travaux. Si dans le cahier des charges ou bien dans le CCTP, on mentionne pas la qualité des données, qu'est-ce qu'on veut vraiment comme données, et les gens ils vont pas produire ça. Parce que pour produire cette donnée, il y a beaucoup de travail.
dans la conception, dans la réalisation, dans sa vérification. Et tout ça, quand c'est pas chiffré, ben, on peut pas juste en fait donc faire quelques vérifications. Aussi l'absence de quelques métiers. Par exemple, quand on regarde l'industrie, il y a des services entiers qui sont dédiés à la qualité, du contrôle qualité, etc. et tout ça. Ça n'existe pas dans le bâtiment. Les qualités, c'est des missions secondaires qu'on pourrait avoir de temps en temps et ces process qualité, on les trouve seulement dans les bâtiments un peu critiques. Par exemple, lorsqu'on a des data centers, un data center, ils sont très au point sur la partie commissioning. C'est dans la partie commissioning qu'on retrouve en fait tous les process qualité de contrôle, de vérification, mais en général, dans les autres types de bâtiments, on n'a pas on n'a pas ce genre de métier parce les enjeux sont pas critiques et donc on néglige ça, mais le coût qu'on paye en fait donc de la mauvaise qualité à la fin est beaucoup plus important que les missions de commissioning, quoi. Oui, t'as raison, parce que même de ma part, j'ai constaté que la qualité de données, c'est souvent le problème qui nous empêche à vraiment prendre des décisions pour le gestionnaire du bâtiment. Puisqu'en fait, c'est le premier maillon qui va utiliser la donnée, qui sera le responsable de l'utilisation de cette donnée. Qui va se déclencher la mauvaise gestion de la GTB? On s'intéresse beaucoup à la GTB lorsqu'on fait de la conception, on fait de la réalisation, mais la vie de la GTB commence à la livraison. C'est lorsqu'on commence à en avoir besoin, à vouloir l'utiliser tous les jours. Et, euh, et là, bah, il faut se poser la question dès le départ, pour qui on fait cette GTB? Il faut commencer par là. Que si on a mal identifié qui va utiliser cette GTB, on va forcément concevoir soit un produit générique, ou bien en fait un produit qui est à côté de ce qu'on veut vraiment. C'est pour commencer. Et principalement, on trouve deux types d'utilisateurs. Donc, on trouve des utilisateurs qui sont techniques, qui font de la maintenance. Et eux, en fait, donc, ils regardent si les équipements fonctionnent, ils ne fonctionnent pas, si on a des alarmes, etc. On va corriger, etc. Donc, on est plutôt en mode réactif. Et on a donc des personnes que eux, ils font l'exploitation, mais dans l'aspect fonctionnel, énergétique, etc. Donc, en fait, donc les premiers besoins, on les a plutôt dans la partie technique, parce que c'est là, en fait, on veut, est-ce que le groupe 3 fonctionne pas, est-ce qu'il y a des alarmes, etc. C'est la base. Et il faut déjà que les équipements fonctionnent. Une fois que tout fonctionne, on veut savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut prendre comme décision. Et c'est là où la qualité de données devient très, très importante. Au début, pour voir s'il y a un équipement qui fonctionne pas, plus ou moins, c'est simple. On va voir l'équipement, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que sur la supervision ça fonctionne pas, etc. C'est facilement vérifiable. Par contre, avec un tableau de bord, en fait, qui contient des centaines de valeurs ou bien des milliers, en fait, c'est difficile de juger la qualité de données. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va faire, en fait, qu'une GTB est meilleure que l'autre? Ben, quel type de décision on pourrait prendre avec? Et en fait, quelle est la proximité de ce qu'on affiche par rapport à la réalité? Est-ce que quand j'affiche mon tableau de bord, ça me dit euh, ça va vraiment améliorer quelque chose? Ou bien j'ai un sapin d'alarmes, de problèmes, etc. Et je ne sais pas par où commencer. C'est là où et en fait, justement, c'est là où il y a l'exigence aujourd'hui. On veut pas faire de la donnée juste pour des gens qui font de la maintenance. On veut faire de la donnée pour des gens qui prennent des décisions. Donc ça, c'est le premier niveau de décisionnaire. C'est eux qui font de la gestion. Donc là, en fait, c'est les property managers. Donc, si on veut donner un nom, les property managers qui ont besoin de voir euh, est-ce qu'en fait, donc, ils sont rentables, en fait, donc, par rapport, en fait, donc, l'énergie par mètre carré, etc., qu'il y a des problèmes chez des Oui. locataires, etc. Et après, une fois ça, c'est fiable, ben, on va monter d'un cran sur, en fait, ceux qui valorisent le patrimoine. Donc, les asset managers. Si la donnée n'est pas riche, l'asset manager, il saura pas en fait donc quoi décider, il comprendra pas, etc. Parce que ce sont des gens
qui sont loin de la technique, qui sont loin du terrain, mais qui ont besoin de prendre des décisions. Mais en fait, pour arriver à avoir des tableaux de bord, des interfaces, des données qui sont destinées à ces gens-là, bah, il faut que ça soit pensé en fait à la source. On peut pas juste venir rajouter une brique, de faire du BI ou de l'analytics ou de l'IA comme ça et ça va révolutionner le bâtiment. Non. Si on n'a pas une donnée de qualité qui est pensée à la source, bah, ça devient facilement limitant. Avec une consommation énergétique annuelle, mais quand tu fais en... Et on va maintenant, après avoir compris le contexte et présenté à nos auditrices, auditeurs, qu'est-ce qui se passe vraiment dans la vie d'un bâtiment et qu'est-ce que ça veut dire une GTB. Maintenant, on va passer à la partie que tu préfères le plus. On va parler de l'intégration de la GTB, donc principalement la conception. Donc, parlons du rôle de l'intégrateur de GTB dans tes missions, même à quelle phase l'intégrateur doit impérativement euh, intervenir pour garantir un GTB fiable. C'est une très bonne question que c'est vrai en fait maintenant qu'il y a un écart entre ce qui se passe et l'idéal en fait. Donc concrètement, ce qui se passe maintenant, c'est que l'intégrateur intervient dans la phase de réalisation pour réaliser les travaux. Donc concrètement, il va faire de la programmation pour automatiser des machines et créer des interfaces graphiques. Alors l'intégrateur, lui, il doit intervenir dès la phase de la conception. Donc maintenant, ce qu'on a dans la phase conception, on a des bureaux d'études qui peuvent être généralistes ou bien spécialistes de GTB. Donc c'est très rare qu'on ait des bureaux d'études spécialistes GTB parce que le bureau d'études, il prend toute la partie de conception. Donc il y a la partie chauffage, ventilation, climatisation, la CVC, l'élec, l'incendie, etc. Donc c'est un ensemble. Et en fait, donc il fait appel à des sociétés justement de réalisation pour réaliser ce qu'elle a conçu. Et on peut facilement en fait donc trouver des cahiers des charges ou bien des CCTP qui sont pas trop précis en fait donc et qui justement qui détaillent pas en fait tout ce qu'il faut faire. Et là justement en fait quand c'est flou, bah en fait donc plus ou moins on peut faire ce qu'on veut. Soit l'intégrateur il met vraiment ce qu'il sait faire, ce qu'il a compris, ce qu'il a interprété, ou bien justement en fait donc il pourrait proposer des suggestions au au bureau d'études, etc. Mais ça reste quelque chose de non cadré. Et c'est aussi en fait donc, très complexe de livrer un, un système qui est automatisé, qui est pointu, à partir de quelque chose qui est flou, qui est pas précise. Justement, en fait, donc, on peut pas lister juste des fonctionnalités ou des objectifs vagues, etc. Il faut des choses beaucoup plus détaillées, beaucoup plus opérationnelles, parce que l'intégrateur, il est là pour intégrer, pour poser la brique là où il faut. Et il n'est pas là en fait pour redéfinir en fait donc le système, etc. Donc là, actuellement, les intégrateurs, ils font aussi beaucoup la partie conception, donc ils retraduisent en fait donc les CCTP pour les rendre réalisables. Donc il y a une bonne partie en fait qui est dans l'étude et reconception. Mais en fait donc ce qui est dommage, c'est qu'en fait donc souvent ils viennent trop tard. Ils viennent trop tard sur les projets. Et en fait donc justement tout à l'heure on parlait de la partie donnée. Donc eux ils viennent, ils livrent quelque chose qui fonctionne. Et pour livrer quelque chose qui fonctionne, il faut faire des tests R et des tests croisés entre métiers. Et là, ben, en fait, là, une question simple, on peut poser la question au lot ELEC ou le lot CVC. Donc, est-ce qu'on va tester ensemble? Ils vont répondre, on n'a pas prévu ça dans notre marché. Parce que c'était pas conçu de base comme ça. Eux, en fait, donc ils pensent donc que la GTB, elle vient donc à la fin, une couche au-dessus pour rajouter de l'intelligence, etc. Alors que la GTB, en fait, de base, elle est là pour orchestrer les métiers. On peut pas, en fait, orchestrer un orchestre une fois, en fait, donc les musiciens sont posés, ils ont déjà leurs instruments, etc. On compose l'orchestre et après, on peut l'orchestrer. Bah, la GTB, en fait, c'est comme ça. Il faut être là dès le début pour justement, en fait, donc, conseiller, préconiser, accompagner en fait, donc, les métiers
Parce qu'à la fin, en fait, donc c'est ce qu'on voit, en fait, donc on voit que la partie GTB. Alors, lorsqu'on parle de données d'optimisation, on va rarement voir la couche terrain, etc. Comme tout à l'heure, j'ai dit, ceux qui prennent les décisions, soit les gestionnaires de propriété, ou bien en fait donc les gestionnaires de patrimoine. Et eux, ils vont pas aller voir en fait donc les équipements sur le terrain. En tout cas c'est rare. Et en fait donc pour que justement eux ils puissent trouver en fait donc des outils euh, comme l'outil en fait donc le qu'on a vu en fait donc sur la partie IA ou IA etc qu'on pourrait mettre en fait donc en place, ben, on peut facilement trouver des écarts. Et là en fait on se retrouve en fait donc bloqué en fait pour prendre des décisions. Mais en fait donc la mise en place de d'outils en fait donc de BI ou d'IA, pour moi, en fait, c'est jamais une mauvaise idée parce qu'en fait, si ça marche pas, bah, ça nous montre ce qui manque. Et là, en fait, on peut repartir sur une conception, sur quelque chose, mais pour moi, en fait, même si en fait, donc ça pourrait être coûteux, etc., mais on pourrait commencer par des petits tests et voir ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Mais en tout cas, en fait, donc aujourd'hui, en fait, donc les intégrateurs, ils essayent quand même, en fait, donc de se positionner comme un lot à part et commencer dès le début du projet et pas venir à la fin ou bien venir sous-traitant du lot ELEC ou lot CVC. Et le lot ELEC ou le CVC, en fait, donc devient un donneur d'ordre et aussi un acteur qui est censé faire du travail pour la GTB. Et c'est là où on retrouve en fait donc des conflits. Donc on devient juge et partie. Et c'est pour ça en fait que c'est intéressant d'avoir des lots GTB qui sont séparés pour avoir le même poids et être présent dans les projets dès le début et pouvoir justement aiguiller des choses en fait donc par rapport aux autres projets. Mais voilà, ça se fait dans certains projets, mais c'est pas c'est de façon euh, habituelle quoi. Ouais. Peut-être on a parlé de l'intégration de GTB. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de votre métier, savoir l'audit. Donc, quand tu arrives sur une GTB existante pour un audit, comment tu fais pour diagnostiquer la qualité des données? C'est quoi en fait la méthode ou même pratiquement le process de manière macro? Ok. Ben, justement c'est tout récent parce que j'en ai fait un ce matin et euh, et la partie audit au début, moi je préfère euh, ne pas donc encadrer les acteurs. Si au début je suis dans une phase d'écoute, je suis là pour dire, bah, dites-moi ce qui se passe. Et je récolte les informations. Je récolte les informations, etc. Et, euh, et j'essaye de parler avec différents interlocuteurs. Donc, je vais parler aux mainteneurs, l'exploitant, je vais parler aux personnes qui sont dans le bâtiment, qui sont les usagers. Je vais parler en fait donc au, au gardien qui est là en fait donc de temps en temps pour intervenir, etc. Et en fait, donc je prends toutes ces informations-là et je les croise. Donc je les croise, en fait, donc je vérifie est-ce qu'on on parle de la même chose, est-ce qu'il y a en fait donc des choses qu'on a oubliées, etc. Et après, en fait, donc j'ai une approche en fait qui part déjà en fait donc de toute la partie physique du bâtiment. Donc en fait, plus ou moins, je modélise en fait un peu tous les espaces qu'on a. Et après, je rajoute en fait donc les systèmes qui existent. Donc je rajoute les systèmes qui existent, etc. Et après, déjà pour cartographier. Que déjà en fait pour savoir pour naviguer, faut connaître la carte du territoire, faut savoir ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Et une fois en fait donc on a en fait donc déjà cette cartographie, là on commence en fait avec une approche qui est itérative pour faire par faire en fait donc des petits tests, des petites corrections et voir est-ce que ça correspond à ce qu'on attend. Avant en fait donc de commencer à faire des rapports, etc. Donc, parce que souvent, en fait, donc on fait un audit, en fait, on vient, on fait un état des lieux, en fait, donc on fait des mesures, etc., des photos, on produit un rapport, on le donne, et après, ce rapport-là, il pourrait rester dans un tiroir, il pourrait en fait donc ne pas l'utiliser, etc. C'est pas le but. L'idée, en fait, c'est que moi, en fait, dans les audits, je fais vraiment une approche itérative, où en fait, donc là, je propose des améliorations, je propose des petits ateliers, etc.
Et en fait, donc ça pourrait durer en fait un peu plus longtemps, mais moi, ce que je fais en fait, à la place de passer en fait donc 2-3 jours continus sur le sujet, ben, je préfère en fait échelonner ces interventions sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour justement être sûr en fait qu'on s'est bien compris. Et c'est qu'à la fin, justement en fait, donc les gens, ils ont à la fois une vision claire de ce qu'ils ont, et surtout, ils étaient impliqués dans l'audit en fait. Pour moi, je suis pas juste là en fait pour faire un rapport d'expert et le donner, mais eux, ils étaient là, ils se sont impliqués, ils ont passé du temps. Et comme ils se sont engagés, bah, ils vont aussi défendre le projet. Ils vont défendre le sujet parce qu'ils étaient là en fait. C'est eux qui ont remarqué que ça fonctionnait pas. Donc ils ont besoin en fait que ce produit en fait on puisse voir le jour, que cette correction puisse être faite, etc. Et qu'à la fin, donc qu'il y a vraiment un plan d'action avec des responsables en face pour qu'on puisse changer quelque chose. Et après, l'idée, en fait, c'est de fournir un suivi, donc mettre en place un suivi, etc., pour être sûr en fait que tout ce qui a été en fait donc observé, recommandé, puisse se réaliser. Et que des fois, ça pourrait en fait donc être juste en fait donc des non-conformités documentaires, des fois c'est logiciel, des fois c'est matériel, des fois c'est un projet. Et en contrôlant en fait donc du périmètre, moi en fait je montre en fait donc les écarts, les coûts en fait donc les coûts en fait donc soit le temps passé ou bien en fait donc en prestation et pour qu'à la fin justement qu'on puisse au moins faire des petites actions correctives pour qu'on améliore et au moins savoir ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Donc voilà en fait un peu mon approche d'une façon simplifiée. Donc j'essaie en fait donc déjà en fait donc d'apporter de la valeur dès que je peux et faire en fait donc un accompagnement par le conseil. Par le conseil et par la pratique en fait. Donc que les gens se sont impliqués et qu'ils restent pas derrière et s'attendre à un rapport qui va tout leur montrer, etc. Parce que des fois on peut pas tout montrer et mais ce qui est important c'est de réussir à traduire les besoins qu'ils ont en objectifs. C'est là la transformation que j'offre, c'est un besoin qui est flou ou qui est juste des vœux en objectifs Oui. clairs qui sont actionnables pour passer à l'action et améliorer la situation. Bah, je trouve que c'est une approche pertinente parce que souvent les audits techniques se font, via des rapports d'experts, envoyés. Ça va vous aider encore plus à améliorer la GTB et à suivre le projet, de manière plus pratique depuis le début. Donc, je vais en fait revenir sur un mot que vous avez mentionné au début, à savoir le commissioning. C'est un mot qu'on entend souvent dans le secteur. Peu de gens comprennent souvent qu'est-ce qui se passe derrière ce mot. Donc c'est quoi exactement et pourquoi c'est si souvent la première chose sacrifiée dans un projet? Alors, en fait, tout simplement parce que la qualité coûte cher et il y a des personnes pour la faire, mais il y a pas beaucoup de monde pour payer d'une façon directe. C'est-à-dire en fait qu'il y a les gens qui savent faire du commissioning, c'est un métier à part entière. Il y a des gens qui sont formés pour, mais en fait le problème vient que le commissioning en fait donc rentre dans les sujets avec des responsabilités diluées. Et quand tout le monde est responsable, personne ne l'est vraiment. En fait, donc, je vais voir un maître d'ouvrage, je vais lui dire, bah, je peux vous faire le commissioning de votre projet, comme ça, votre GTV va fonctionner à 100%, vous aurez de la donnée d'une très bonne qualité. Il pourrait me répondre, même moi, de toute façon, l'électricien, il vérifie ce qu'il a fait. Le lot, CVC, il va vérifier ce qu'il a fait. Le bureau d'études, il va vérifier ce qu'il a fait. L'intégrateur aussi. On n'a pas besoin de vous. Mais en fait, dans la réalité, ça montre en fait que ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc le commissionnaire, c'est pas juste un vérificateur, c'est un coordinateur, c'est un chef d'orchestre. Il va vraiment en fait pas juste venir contrôler les gens ou bien les fliquer, mais en fait vient leur dire sur quoi on va vous interroger. Comme si en fait donc on retourne à l'école et quelqu'un vient nous dire bah en fait donc demain à l'examen on sera interrogé sur ça. Bah, les personnes qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réviser, ils vont préparer et à la fin ils vont avoir une bonne note. Bah, le commissionnaire il est là pour ça.
C'est vraiment la personne qui va vous dire bah, sur quoi vous serez jugé, sur quoi vous serez évalué avant l'examen, pas le jour de l'examen. Il va vous là ça sert à rien en fait de vous dire en fait sur quoi vous serez évalué. Il vaut mieux le savoir plus tôt. Et le commissionnaire, il est là justement pour coacher les gens, pour leur montrer en fait par où il faut passer, etc. Et moi, en fait, donc j'ai trouvé ça intéressant de faire d'ajouter en fait ces prestations de commissioning dans mes prestations parce que j'étais intégrateur, j'étais bureau d'études, j'étais maître d'ouvrage et je suis passé en fait par différentes cases et je sais justement les attentes de chacun. Et c'est pour ça que j'arrive à comprendre en fait le les attentes, les métiers de chacun pour traduire les besoins en objectifs, ou quelque chose de clair et à la fin, il y a plus de flou. Parce que justement le commissionnaire a comme objectif en fait donc de d'enlever les flous et juste en fait définir les responsables, les gens qui vont valider, les gens qui vont être consultés, les gens qui vont être informés. Donc moi j'aime beaucoup en fait donc le l'outil RACI de gestion de projet qui est là pour définir les responsables, les approbateurs, les consultés, les informés. Et en fait donc on distribue en fait donc des rôles aux gens. On va dire et si vous êtes juste informé, vous n'avez rien à faire. Par contre ici vous serez consulté. Vous devez en fait donc partager avec nous votre expertise, votre avis technique, etc. Ici, vous êtes responsable. Donc c'est vous qui allez réaliser la tâche. Et ici, c'est vous qui allez valider. Et quand ils ont un rôle clair, bah, ils font leur travail. Par contre, tout le monde est responsable, on ne sait pas à qui parler et qui rendre compte, etc. Bah en fait, ça crée du chaos et à la fin, on n'a pas le résultat qu'on veut. On finira par les outils que nous avons à disposition, notamment complémentaires à la GTP, notamment la GMAO, le BIM, 3 outils qui devraient fonctionner ensemble. Et dans la vraie vie, est-ce que tu vois des projets qui sont vraiment connectés? C'est encore l'exception. Est-ce qu'on n'est pas encore dans cette perspective de couplage ou jumelage? Qu'est-ce que tu en penses en fait à travers ton expérience dans le terrain? En fait, maintenant, dans les nouveaux projets, souvent les grands projets, il y a souvent la partie BIM qui vient dès la conception. Donc, BIM fait la modélisation du bâtiment avec des maquettes, etc. euh, qui reprennent en fait tous les métiers. Donc ça en fait donc dans les projets de conception on a souvent ça et euh, et après en fait donc les projets qui sont existants, bah, le modéliser un bâtiment existant ça a un coût et en fait donc les maîtres d'ouvrage doivent voir l'intérêt d'avoir du BIM. Donc justement en fait donc il y a des acteurs que eux ils proposent des solutions basées sur le BIM pour valoriser justement en fait donc ces données du bâtiment pour les faire vivre, etc. Mais voilà. En fait, c'est que il faut savoir valoriser ces données-là, montrer en fait donc l'intérêt. En fait donc aussi en fait avoir une approche peut-être plus douce ou plus itérative, pas venir en fait modéliser tout le bâtiment alors qu'on a un patrimoine qui est énorme. Et si on modélise ce bâtiment-là, qu'est-ce qu'on va faire de tous les autres bâtiments? Parce que en fait donc les propriétaires ils n'ont pas juste qu'un bâtiment, ils ont des centaines voire des milliers. Et justement, ils veulent aussi avoir une cohérence à l'échelle du patrimoine. Parce qu'en fait, l'intérêt, c'est pas d'avoir en fait donc un bâtiment ultra performant et les autres qui sont à côté, etc. L'idée, c'est d'avoir en fait une approche plus générale. Et, euh, et en fait, la partie en fait donc GMAO, donc la gestion de maintenance assistée par ordinateur, bah, celle-ci en fait donc elle est souvent en fait pensée à être externalisée toute la partie en fait donc gestion de maintenance etc c'est en fait donc c'est la partie en fait donc c'est du facility management en fait donc, toute la partie technique qui est en fait souvent externalisée donc on l'inclut pas forcément en fait donc dans la conception sauf en fait justement quand il y a en fait donc des maîtres d'ouvrage qui ont soit un seul site ils veulent garder la main sur tout et là en fait justement il y a des outils qui sont en place ou bien en fait donc des outils qui sont pensés pour un grand patrimoine et c'est très rarement le cas. Mais en fait, donc, si on veut faire un smart building, il nous faut du BIM, il nous faut de la GMAO, il nous faut de la GTB, il nous faut des IoT, il nous faut en fait donc,
d'autres systèmes en fait donc communicants dans la partie énergie renouvelable, la partie en fait donc recharge des véhicules électriques, etc. Et tous ces systèmes-là, ils vont construire l'écosystème smart building. Mais en fait, donc ça reste quand même des choses qui sont complexes, etc. Il faut savoir les faire communiquer, orchestrer tout ça, pour qu'à la fin, on se retrouve pas en fait perdu, ou bien avec une dizaine d'outils à superviser pour prendre des décisions, quoi. D'accord. Donc là, par rapport à, on va passer à la troisième partie par rapport à quelques outils qui sont promoteurs pour la GTB, la future GTB, notamment la GTB. On va parler de la GTB Lite. C'est quoi exactement et pour quel type de bâtiment tu penses que ça devrait être une vraie solution aujourd'hui? On parlera aussi du BOSS, le Building Operating System. C'est quelque chose que tu rencontres déjà dans tes projets et c'est D'accord. encore qu'on voit théorique. Donc on parlera de la GTB Lite et le BOSS. Qu'est-ce que tu en penses? Juste pour définir ce que c'est la GTB Lite et le BOSS. En fait, la GTB Lite, c'est pas la GTB pour l'éclairage, c'est une GTB légère. En fait, c'est une GTB en fait qui est moins coûteuse que les GTB traditionnels, où on avait en fait donc beaucoup d'automates, beaucoup de serveurs, etc. C'est des GTB qui sont basés sur soit des petits PC, des systèmes embarqués, en fait, qui coûtent moins cher et qui font le travail plus ou moins. Ok. Et et en fait, pour dire ce que je pense de GTB Lite, en fait, ce sont des GTB qui sont performants. On arrive à avoir un résultat en fait donc opérationnel avec un retour sur investissement qui est élevé facilement. Ok. Par contre, en fait, c'est pas forcément des GTB qui sont robustes. Et quelque chose de robuste, c'est quelque chose qui est stable dans le temps, qui peut résister à des pannes, qui peut résister à des en fait donc à des scénarios pas pensés à l'origine, etc. Et là, normalement, la robustesse, c'est vraiment la qualité des GTB anciennes, traditionnelles, qui sont pensées avec des systèmes euh, plus, plus solides, en fait. Et donc, en fait, dans les installations, il faut faire un choix entre la performance et la robustesse, en fonction de ce qu'on veut. Donc, par exemple, si on est un data center, on va jamais mettre de GTB Lite. Parce que non, on a besoin de robustesse. On n'a pas besoin, en fait, le système doit pas tomber en panne. On n'a pas le choix. Si on a en fait donc un projet qui est moins critique, on pourrait faire en fait donc un choix. Est-ce qu'en fait donc on veut jouer entre la robustesse et la performance, etc. Et il y a des systèmes qui font un peu les deux, mais c'est toujours une équation déséquilibrée. On peut pas avoir un système à la fois très performant, très simple à mettre en place, etc., et très robuste. C'est très rare. Mais si on en fait, c'est vraiment en fait donc l'exception, et c'est très difficile de le faire. Mais en fait, donc, la différence entre le GV traditionnel, c'est ça. Et le BOSS, donc le Built-in Operating System, lui, en fait, il est pensé pour être un système d'exploitation, comme un Windows, en fait. Donc, lorsqu'on installe Windows sur notre ordinateur, en fait, on n'a pas forcément, en fait, donc, directement tout ce qu'on veut. Il faut en fait qu'on télécharge un navigateur, un logiciel, en fait, donc, de bureautique, comme un Excel, un Word, etc. Mais lui, justement, il est fait pour nous permettre d'installer des applications. Et on le voit beaucoup plus en fait avec nos téléphones. Donc nos téléphones en fait donc portables, ils ont des systèmes d'exploitation. Et en fait, en fonction du besoin, on peut installer, désinstaller une application, etc. Et le système d'exploitation permet ça. Donc les bots, donc les built-in operating systems, eux, ils permettent d'installer, désinstaller des applications sur le bâtiment au besoin. C'est moins facile que sur un smartphone, parce qu'en fait, lorsque on installe une application, il suffit pas juste en fait de cliquer sur quelques boutons. Il verra qu'il dure un peu plus longtemps. Mais en fait, ça facilite l'ajout d'intégration. Par exemple, aujourd'hui, on a un bâtiment sans restauration. On a en fait donc des applications. Demain, en fait, donc on a un restaurant, on pourrait rajouter une application de gestion euh, des repas, des places, des réservations, etc. De la même chose pour les parkings. On peut rajouter une application de gestion des places pour réserver, etc. Donc justement, les boss permettent juste donc de mettre en place une plateforme qui est évolutive. Ils pourraient justement rajouter des services logiciels
au bâtiment. Donc voilà un peu la différence entre les 2. Donc le BOSS, en général, ça permet de coupler toute la donnée du bâtiment. Ça peut être l'occupation dans une salle de réunion, ça peut être, combien de bornes IRVE qui sont, en cours d'alimentation et cetera. Donc ça permet de recenser l'ensemble des données qui sont, couplées avec la GTB pour ressortir des décisions plus performantes. On arrive à la fin de notre épisode. Je te remercie Hamza pour, ce partage. On a passé en revue de qu'est-ce qu'une GTB avec de l'intégration aux audits et arrivant aux solutions qui sont promoteuses aujourd'hui, notamment, le BOSS et la GTB Lite. Une dernière question, si quelqu'un nous écoute, dans cet épisode, que ce soit un facility manager, maître d'ouvrage, intégrateur, asset manager, et qui veulent agir, proprement, pour avoir une GTB fiable, pour, agir correctement dans le terrain. Tu leur conseilles quoi comme, expert de GTB? Qu'est-ce qu'il faut vraiment, implémenter à court terme et à ton avis? Une seule chose à prioriser, Je peux plutôt leur poser une question: quel type de décision vous pouvez prendre aujourd'hui avec votre GTB? Voilà. Et justement, en fait, donc la réponse à cette question, bah, en fait, donc définira en fait donc ce qui fonctionne pas, ce qui est possible, ce qui est pas possible. Et justement, la GTB est là, pas juste pour faire fonctionner en fait donc vos machines, elle est là pour vous aider à prendre des décisions. Faites-la évoluer dans le bon sens, quoi. Donc nos auditrices, auditeurs dans votre bâtiment, dans vos projets, avez-vous même aussi découvert une GTB manifestement fausse? Vous avez constaté des valeurs qui sont incohérentes, des données qui sont inexploitables et qui avaient des conséquences réelles sur l'exploitation ou sur la facture énergétique? Racontez-nous dans les commentaires quel équipement, depuis combien de temps et comment vous l'avez découvert. On aimerait saisir ces retours du terrain qui va vraiment avancer notre profession, vraiment, dans la gestion, des bâtiments et pouvoir, gérer, de manière beaucoup plus, performante, à travers une qualité de données qui est correcte. Hamza, merci beaucoup. Ce que tu as partagé dans cet épisode, c'est du temps gagné pour des dizaines de gestionnaires, j'estime, et des professionnels qui nous écoutent. Et si cet épisode vous a apporté de la valeur, partagez-la autour de vous et à très bientôt pour un prochain épisode avec un autre sujet, un autre invité.